Chaque année, l'archipel polynésien d'Hawaï voit déferler sur ses rivages pas moins de 8 millions de touristes. Tous sont attirés par ces merveilleuses plages ornées de sable blanc, ces eaux turquoises, ces volcans, qui pour certains de nos jours sont toujours actifs. Ces montagnes verdoyantes et abruptes, sans oublier ces mythiques vagues, faisant partie des plus grandes au monde, atteignant parfois la hauteur d'un immeuble de 10 étages. Des planches ici et là. Même les panneaux d'indication vous indiquant votre chemin sont si exotiques. Bienvenue dans le berceau du surf, la culture surf, si exotique à leurs yeux. Pour l'histoire, ces si grandes vagues laissant paraître des rouleaux à l'eau cristalline sont les premières à avoir été surfées, et ce dès le XIIe siècle. Et quel matériau fut donc l'ancêtre de ces planches de surf? Les Hawaïens surfaient sur des troncs d'arbres décaris. Ces plages, dont celle de Waikiki, sa capitale, Honolulu, le mythe d'une île paradisiaque perdue au beau milieu de l'océan Pacifique. Ceci, loin d'être une fiction, est bel et bien la réalité. Tout d'abord, sachez que cet archipel, de même que ces îles vierges ainsi qu'atolls qui l'entourent, sont nées d'éruptions volcaniques il y a près de cela 20 millions d'années. De ces éruptions volcaniques, on en obtient des sols fertiles, le climat tropical, les pluies abondantes, ses eaux poissonneuses, sa flore, de même que sa faune animée d'espèces endémiques diverses et variées, en font tout naturellement un endroit hyper prospère. Et ce, animé par une abondante population vivant en harmonie avec sa biodiversité, cet écosystème à travers lequel ils se sont liés, attachés. L'adage dirait même qu'être hawaïen, c'est de pouvoir lire la nature, d'être en harmonie avec elle. Niché au cœur de l'océan Pacifique, l'archipel d'Hawaï est situé à mi-chemin entre la Californie, qui se trouve à près de 4000 km, et le Japon, qui lui est à 6000 km. Elle est précisément constituée de 6 grandes îles, 137 au total, si l'on compte les îles Vierges ainsi que les atolls. Comprenez qu'au XVIIIe siècle, lorsque ces premiers Européens découvrent l'île et accostent pour la première fois, sachez que les Hawaïens vivaient à ce moment-ci en vase clos. Ceci s'explique non seulement par leur isolement, mais aussi du fait que l'archipel n'est pas desservi par les courants marins qui passent largement au nord ainsi qu'au sud de là. Lorsque Magellan traverse l'océan Pacifique pour la première fois, lui aussi reste à distance d'Hawaï, sans même en connaître son existence. Et il en sera de même pour le galion espagnol de Manille, qui reliera les Philippines au Mexique. Et ce à raison de 2 voyages par an. Ce durant combien de temps? 2 siècles, 200 ans, sans avoir la moindre connaissance de ces îles perdues. Ils ne tomberont jamais sur Hawaï, même pas en rêve. Ça ne sera malheureusement qu'en 1778, lors du 3e voyage d'expédition autour du monde du navigateur britannique James Cook, que cet isolement, pour la toute première fois, sera rompu. Il jettera l'ancre dans la baie de Waimea, sur l'île de Kauai, à l'ouest de l'archipel. L'arrivée de ces étrangers bouleverse l'ordre établi, à travers lequel l'archipel est l'unique horizon, émergé dans un univers d'océan infini. Les Hawaïens gardaient en mémoire de vieilles légendes d'invasion, mais rien ne pouvait les préparer à une intrusion si soudaine. James Cook est alors assimilé à une divinité, oui, car la mythologie locale raconte qu'il reviendrait sur l'archipel à bord d'une gigantesque pirogue. Dans un premier temps, il sera vénéré, puis à la suite de quoi, lui ainsi que son équipage seront attaqués, ensuite tués. Il gardera néanmoins sa réputation de divinité, bien que très rapidement son corps sera démembré et réparti entre différents chefs locaux, souhaitant de ce fait profiter de son mana, sa force mystique. Comprenez qu'à la suite de quoi, l'inquiétude ébranlera la couronne britannique. Celle-ci ne voyant plus apparaître l'un de ses plus grands navigateurs, si ce n'est le plus grand, ayant déjà par le passé accompli 2 grands exploits. Cependant, ils ne tarderont pas à envoyer des renforts afin de s'enquérir des nouvelles de cet équipage et de son capitaine. Pas seulement, aussi de ce navire marchand portant des tonnes et des tonnes de marchandises. Est-ce l'œuvre d'une rencontre ayant mal tourné avec des pirates ou de ce peuple isolé d'autochtones? L'avenir leur dira. Dès lors, un second navire britannique accoste et sera reçu par le neveu du roi, un jeune homme, répondant au nom de Kamehameha. Son oncle le somme d'aller au devant du personnel débarquant, précédé d'un convoi de cochons, ceci montrant ses bonnes intentions. Mais les Britanniques ne sont pas dupes. Ils tirent à vue sur ces autochtones, blessant ainsi Kamehameha, qui eut tout juste le temps de s'enfuir. Les Britanniques ne s'attarderont pas, récupèrent le cadavre, du moins ce qu'il en restait, l'immergèrent au large selon la coutume, puis repartirent. À la suite de quoi, durant 7 années suivantes, plus aucun navire européen ne pointera le bout de sa proue sur l'archipel hawaïenne. Mais durant ce temps, la société hawaïenne ne peut pas oublier ce qu'elle a vu.
elle en restera transformée à jamais. En parallèle de ces événements, une mutation politique était en cours sur l'archipel. Traditionnellement, les îles ne sont pas unifiées. L'île d'Hawaï, à elle seule, compte pas moins de 6 districts, chacune ayant son propre chef, autant d'entités indépendantes. En 1782, à la mort du roi Kalaniupu, éclatera des luttes intestines. Son neveu Kamehameha n'est pas prêt de voir sa place cédée par autre que lui. Et c'est en toute légitimité qu'il succédera donc à son oncle. Son premier objectif sera donc d'unifier ce chapelet d'îles, les conquérant les unes après les autres. Après cette année d'accalmie, plusieurs navires feront escale dans l'archipel d'Hawaï, qui deviendra par la force des choses une étape obligatoire pour les marchands de passage reliant la Californie à la Chine, ou encore les baleiniers ou les chasseurs de phoques. Les chefs hawaïens ne manqueront pas l'occasion pour faire avec eux du troc, échangeant par là des cochons, certains vivres, des légumes, des fruits. N'oublions pas qu'en ces temps, les voyageurs, les navigateurs étaient pris de plein fouet par le scorbut. Il leur arrivait même de leur prêter des femmes. En échange de quoi, les voyageurs leur offriront des outils, des haches en fer, des étoffes, des bijoux, des miroirs. Ayant des suites dans les idées, Kamehameha saisira cette opportunité pour s'approvisionner en armes à feu. Lui qui fut blessé par les armes européennes, il demande systématiquement à être payé en fusils, en munitions ainsi qu'en poudre. Il accumulera ainsi autant d'armes afin de préparer la suite de sa conquête. Ainsi, il partira à la conquête de toutes les îles et les remportera les unes après les autres. Bientôt, Kamehameha bâtira un commerce florissant, s'inspirant de ce fait du modèle européen. C'est à la suite d'un événement bête et anecdotique qu'il s'emparera de 2 navires américains. Ne s'étant pas accordés pour se retrouver dans les mêmes temps, ainsi l'équipage du premier navire passa sous le fil de l'épée, à l'exception de leur éclaireur, un certain dénommé John Young, sera épargné et sera fait prisonnier. Il en sera de même sort pour l'équipage du navire suivant. Cette fois-ci, il épargnera la vie d'un marin gallois répondant au nom de Isaac Davis. Il sera à son tour saisi et capturé. Kamehameha continue de faire le plein de cargaisons, de fusils ainsi que de munitions. Il convertit ces 2 captifs en instructeurs indispensables pour le maniement de l'artillerie lourde, des manœuvres, des canons. Du coup, ils arrivent très rapidement à s'intégrer et sont dès lors considérés par tout le monde. John Young sera même nommé gouverneur de l'île d'Hawaï, à la suite de quoi Kamehameha ira même jusqu'à lui offrir la main de sa nièce. Vous comprenez maintenant pourquoi les Japonais ont rebaptisé la transmutation de Sengoku ainsi que de Sangohan Kamehameha. Ceci étant, ça va vous paraître plus clair maintenant. Son pouvoir s'illustre par son extraordinaire accumulation de richesses. Il possède dès lors une fortune colossale se chiffrant en dollars espagnols. Il est si riche, en 1805, il surdéveloppe le port d'Honolulu, armé d'une 40aine de grands navires, d'une 30aine de sloops, ainsi qu'une flotte de plusieurs centaines de peleleux, de grands canoës de guerre à voile. Transport, guerre, voyage, commerce. Il peut même payer de sa poche et cash, sans emprunt ni délai, le Lalia Bird, un bateau de 175 tonneaux dont il en fera son navire amiral. Pour traiter, il reçoit ses invités européens avec faste, et ce dans un salon entièrement ameublé d'acajou. Sa détermination, l'hégémonie faisant suite à tous ses exploits, feront de sorte à ce qu'on le surnommera le Napoléon du Pacifique. À son tour, il découvrira le bonheur de voyager et de poser les pieds sur le continent. Comme tout homme de sa trempe, on lui confectionnera une armure, il se fera peindre son portrait habillé de vêtements d'époque, tels que ceux portés par les hommes du grand monde. Son appétit débordant pour les fastes ainsi que les plaisirs mondains ne l'empêcheront pas de garder intactes les traditions que l'île a toujours su sauvegarder. Un roi réformateur, il luttera férocement contre l'usage de l'alcool. Il se montre magnanime, une personne déterminée, une personne très productive. Kamehameha meurt le 8 mai 1819 à l'âge de 80 ans. Son fils aîné, Kamehameha II, lui succédera. C'est dès lors la fin d'une époque. La stricte observance des coutumes traditionnelles, les décrets que lui-même avait instaurés dans sa constitution seront subitement abandonnés. Kamehameha II se rapprochera des Occidentaux, invitera ses évangélistes protestants à christianiser l'archipel. Et là, ce 19e siècle est une longue chute. Un long déclin rompant avec la bonne gestion de son père. Puis la liste des souverains ne s'arrêtera pas là. Comprenez que cette dynastie des Kamehameha comptera pas moins de 8 régences, dont la dernière sera la reine Liliuokalani. Les épidémies importées par les étrangers décimeront la population hawaïenne, qui se verra réduite de 90% au cours des 70 années suivantes. Comme de tout temps, et ce, quel que soit l'endroit du monde, ils, et je vous laisse deviner qui, useront de subterfuges pour s'emparer des rênes du pouvoir,
à commencer par la destitution du chef local. Et en ces temps, il s'agissait de nul autre que la reine Liliuokalani, ce qu'ils vont pas lui faire. En 1893, le ministre John Stevens ordonne le débarquement de GI ainsi que de l'US Navy sur l'archipel, afin d'en prendre le contrôle ainsi que son commandement. En parallèle de cette opération, s'organise la constitution d'un gouvernement provisoire. Le 17 janvier 1899, un communiqué fait savoir que la reine est déposée et la monarchie abolie. Le gouvernement provisoire est établi et dirigé par un certain avocat, Stanford Ballard Dole. La reine voit ses espoirs renaître lorsqu'est investi Grover Cleveland en tant que président des États-Unis d'Amérique. Il donne tout d'abord son soutien à la reine, tout en cherchant à établir les circonstances du coup d'État, laissant supposer à la reine qu'elle pourrait récupérer son trône si elle amnistie les acteurs du coup d'État. À la suite de quoi, sans la moindre raison évidente, il retire son soutien à la reine. Le 4 juillet 1894, la République est proclamée. Accusée de haute trahison envers la République, on place la reine Liliuokalani en prison. Hawaï est dès lors annexée en 1898, devenant ainsi le 50e État des États-Unis d'Amérique. L'archipel passe aux mains des Américains. Rien qu'en début de ce siècle, en 1820, les évangélistes et protestants interdirent la pratique de la langue locale et bannirent les danses de hula. Quiconque osait braver ces interdits était sévèrement réprimé. Comprenez qu'entre-temps, des chefs d'entreprise, ces investisseurs et autres promoteurs n'en avaient que pour le pillage des richesses qu'on leur offrait l'archipel.